notre argent. On va parler budget dans quelques instants. La première grande bataille que devra remporter le Premier ministre. Emmanuel Morel est avec nous, on le remercie. Député du Val d'Oise, gauche républicaine et socialiste, mais surtout membre de la commission des finances. On a besoin de vos lumières. Pierre Moscovici, sur notre antenne, disait que ce budget serait certainement le plus délicat de la Ve République. On verra si c'est exact ou pas. Moment délicat, bien évidemment, je le disais, parce qu'il aura valeur de test et il devra déployer, le Premier ministre des Trésors, d'habilité pour faire passer un texte à l'Assemblée nationale, vous le savez, plus divisée que jamais. Et si le négociateur du Brexit parvient à faire passer ce texte crucial, il s'offrira peut-être, je dis bien peut-être, un peu d'air pour la suite de son mandat. Laura Pouget nous a rejoint. Bonjour, merci Laura. Vous allez nous parler de notre argent. Alors on n'est pas dans combien ça coûte, quoique ça risque de nous coûter beaucoup. C'est un match difficile que va devoir jouer le Premier ministre Michel Barnier et on commence par des finances très tendues, c'est le moins qu'on puisse dire. Première donnée de l'équation, Christophe. L'alerte est tombée la semaine dernière en provenance de Bercy. Le déficit public devrait atteindre cette année 5,6% du produit intérieur brut au lieu des 5,1% souhaités. Et l'an prochain, il pourrait se porter à 6,2% du PIB au lieu des 4,1% espérés. Pour revenir à cette cible des 4,1%, il faudrait réaliser 60 milliards d'euros d'économies dans le prochain budget, déclare le Trésor public. Irréalisable, lui répondent les économistes. Alors combien ? J'ai posé la question tout à l'heure à Pascal Perry qui m'a fait la réponse suivante. À plus de 20 milliards d'euros d'économies par an, le budget présenterait un caractère récessif. Il faut donc déjà tenter d'atteindre 20 milliards, le maximum raisonnable, réparti en hausse des recettes et en baisse des dépenses. Autant de choix à faire. Et oui, parce qu'il y a plusieurs équations. La deuxième, c'est une donnée que le Premier ministre va devoir prendre en compte, la situation politique du pays. Avec l'actuelle composition de l'Assemblée, un tiers au nouveau Front populaire, un tiers pour le Bloc central, un tiers au Rassemblement national, il paraît peu probable qu'une majorité se détache pour voter le budget proposé par Michel Barnier. Il ne lui resterait donc qu'une voie de passage, utiliser l'article 49.3, ce qui l'expose au dépôt d'une motion de censure contre lui, qui a des chances, elle, d'être votée, sauf s'il parvient à convaincre les députés de chaque camp de ne rien faire, en leur donnant des gages. Pour le RN, Marine Le Pen a esquissé les siennes, ses demandes ce week-end dans une interview à la Tribune dimanche. Extrait, est-ce qu'on dépense davantage pour l'immigration et moins pour la police ou vice-versa ? Ce sont deux visions radicalement différentes, nous porterons la nôtre. Pour le nouveau Front populaire, Éric Coquerel, le président de la Commission des finances, affirme vouloir transformer totalement le projet de budget préparé par le gouvernement démissionnaire en y incluant, je cite, une augmentation des salaires et plus de justice fiscale. Pour Renaissance, pas encore d'expression officielle, mais souvenez-vous de ce que promettait Gabriel Attal au mois de juillet dernier, en pleine campagne des législatives. On le réécoute. Alors que les autres blocs n'ont que les impôts à la bouche, nous prenons un engagement. Inscrire dans la loi une règle d'or budgétaire. Pas de hausse d'impôts, quoi qu'il arrive. J'ajoute que Michel Barnier devra aussi composer avec ses amis des Républicains qui exigent des garanties pour le soutenir. De l'ordre dans les comptes, a ainsi réclamé Bruno Retailleau la semaine dernière. Jusqu'où le nouveau Premier ministre peut-il y parvenir sans braquer personne ? Dans le journal L'Opinion, daté de ce lundi, on peut lire ce titre. Regardez, budget 2025, premier supplice pour Michel Barnier. On va vous retrouver Emmanuel Morel, mais avant, je voudrais que l'on écoute tous ensemble Olivier Babot. Il était ce matin économiste, vous le connaissez sur notre antenne. Voilà son constat. Qu'on est au pied du mur, voilà. On est au pied du mur budgétaire et que ce mur budgétaire, il est très très haut, qu'on n'a plus le choix. On ne peut plus mettre la poussière sous le tapis comme on l'a fait. Jusque-là, pour vivre au-dessus de nos moyens, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est endetté, qu'on a laissé courir les différents déficits, qu'on a dégradé notre position extérieure. Maintenant,
pour plein de raisons, ça n'est plus possible. À un moment où, pourtant, la croissance n'est pas très forte, pourtant ça aurait pu nous aider, à un moment où l'inflation a gonflé les dépenses de l'État, et à un moment où donc, les recettes marquent un peu le pas. Donc, il faut des décisions courageuses. Et comme très souvent, vous savez, même comme dans la vie, les décisions courageuses, plus vous les prenez tard, plus elles sont dures. Emmanuel Morel, c'est quoi une décision courageuse? Et est-ce que vous partagez ce constat? Moi, je suis pour qu'on prenne des décisions courageuses, mais c'est pas ce qu'a fait le gouvernement. D'abord, pour reprendre votre titre, vous parlez d'une épreuve de feu, d'un supplice. Moi, je veux pas surtout que le budget se transforme pour un supplice pour les Français. C'est-à-dire que là, on nous annonce des coupes drastiques dans les dépenses publiques, mais après, il faut regarder précisément ce que prévoit de faire le gouvernement sortant et le gouvernement rentrant, parce qu'en fait, bon, il y a quand même une continuité. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, le directeur de cabinet de M. Le Maire est devenu le directeur de cabinet de M. Barnier. Donc, il y aura une continuité de la politique macroniste, mais c'est une politique qui a échoué. Comme ça a été dit excellemment tout à l'heure par votre journaliste, on nous avait fait des promesses en termes de baisse de déficit public. On disait cette année, ça sera 4,4% du PIB. On se retrouve en réalité avec un déficit de 5,6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport aux prévisions de M. Le Maire qui s'autoproclamait ministre du sérieux budgétaire, on a perdu 30 milliards. Et moi, mon diagnostic, qui est le diagnostic de beaucoup de députés, pas seulement de gauche, mais aussi de droite, c'est qu'on a un problème non pas de dépenses, mais surtout de recettes. C'est-à-dire que on a une baisse des recettes fiscales qui est extrêmement préoccupante. Et ça, c'est la faute du gouvernement qui n'a pas été assez prévoyant et surtout qui a multiplié les cadeaux à un certain nombre de publics, ce qui fait qu'on a un manque à gagner qui est très important. Parce que vous disiez en début d'émission, ça risque de nous coûter cher. Il y a toute une catégorie de personnes à qui ça n'a pas coûté du tout. Quand on voit les mesures des gouvernements successifs de M. Macron qui ont baissé l'impôt sur la fortune, qui ont fait une sorte de flat tax pour les revenus les plus aisés, qui ont refusé de taxer les super profits, on se retrouve en effet avec un manque à gagner en termes de recettes fiscales qui est très, très préoccupant. Et c'est aussi de ça dont on va parler tout à l'heure avec M. Le Maire, dans une situation un peu particulière, vous en conviendrez, parce qu'on va auditionner 2 ministres qui officiellement ne le sont plus. Donc ils sont responsables de la situation calamiteuse actuelle, mais nous, on aimerait aussi en savoir plus sur ce que M. Barnier entend faire. On a perdu quand même beaucoup de temps entre la dissolution, les 7 semaines de tergiversation de M. Macron, et aujourd'hui, on a très peu de documents à notre disposition. Il va falloir aller plus vite parce que, encore une fois, ce qui compte, c'est la vie des Français. Et la vie des Français, ça mérite qu'on s'y attarde et qu'on fasse un certain nombre de dépenses importantes pour eux. Je pense notamment aujourd'hui au monde étudiant, aux salariés précaires. Il faut des réponses rapides. Mais vous parlez de dépenses. Moi, je n'entends que économie. Vous voulez taper dans quelle poche et dans quelle caisse ? Vous savez, et là encore, c'est transpartisan. C'est d'ailleurs l'espoir que j'ai. Moi, je pense qu'il y a, à droite comme à gauche, des gens qui regardent la situation financière avec lucidité. Et quand vous avez même l'inspection générale des finances qui nous dit il y a un problème sur les aides aux entreprises, elles sont mal distribuées, elles coûtent trop cher et elles ne sont pas très efficaces, moi, je pense que là-dessus, on a une marge de manœuvre considérable. Quand on voit le crédit impôt recherche, c'est presque 10 milliards d'euros, où on nous dit c'est pas très efficace. Et en plus, les entreprises qui en bénéficient, notamment les très grandes, elles versent de gros dividendes et ça les empêche pas de licencier sans investir. Là, il y a un problème. Vous savez, les aides aux entreprises inconditionnées, c'est beaucoup d'argent pour des résultats qui sont pas forcément efficaces. Alors évidemment, il y a des situations particulières des PME. Moi, je pense qu'on doit aider les PME dans ce pays, mais il y a des entreprises qui en réalité n'ont pas besoin de ces aides, notamment les exonérations de cotisations sociales, qui en plus contribuent à alourdir un peu plus les dépenses de la sécurité sociale. Donc là, il y a une vraie marge de manœuvre budgétaire et je suis sûr qu'on arrivera à convaincre nos collègues de droite comme de gauche sur ce sujet.
En ce qui concerne les collectivités territoriales, là aussi, vous parliez tout à l'heure de Bercy, mais ça creuse les déficits, ça grève les comptes. Et puis, dans un autre registre, il y a également les prestations sociales. Là aussi, l'idée, c'est quoi? C'est quelques coupes à faire, une meilleure répartition, une forme de logique. On peut tout revoir, on l'écoutera tout à l'heure, comme disait Éric Coquerel. Éric Coquerel, il a raison. Ce qui est quand même ubuesque, c'est qu'il y a eu des élections. La politique du gouvernement sortant a été sanctionnée. Et il serait quand même invraisemblable que cette politique, elle soit poursuivie comme si de rien n'était. Je suis inquiet d'ailleurs quand j'entends M. Barnier, parce qu'on a l'impression qu'il se met dans la continuité de son prédécesseur. Or, c'est pas du tout ce que veulent les Français. Sur les collectivités locales, franchement, j'ai vu que les maires et les conseils départementaux s'étaient insurgés à juste titre, et là aussi qu'ils soient de droite ou de gauche. Et on oublie quand même quelque chose d'incroyable, c'est que les collectivités locales, elles ont l'obligation de déposer un budget en équilibre. Donc, je peux vous dire qu'ils font des efforts. Ensuite, il faut voir comment elles ont été impactées par l'inflation, par les dépenses d'énergie. Et je prends l'exemple tout bête des départements. Je rappelle que les départements payent un certain nombre d'allocations sociales. Suite à la crise et Covid et l'inflation et une forme de récession, les départements ont été sollicités beaucoup plus qu'ils ne devaient l'être. Donc, moi, je ne crois pas que le problème vienne des collectivités locales. Il y a sûrement des économies à faire ici ou là, mais le vrai problème, c'est l'État et la façon dont le gouvernement n'a pas su aller rechercher des recettes fiscales et comment il nous a proposé à plusieurs reprises un budget insincère, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a que quelques semaines pour revoir des positions. J'ai une inquiétude supplémentaire, je vous en fais part parce que je pense que ça pourra être un sujet totalement explosif. J'ai entendu M. Barnier dire qu'il faudra s'attaquer à la dette financière et à la dette écologique. Et mon inquiétude, surtout quand je lis le dernier rapport de la Cour des comptes, c'est qu'on va essayer de nous remettre une taxe carbone sur les ménages, cette même taxe carbone qui avait, vous vous en souvenez, suscité le mouvement des Gilets jaunes. Donc, je demande à ce qu'on soit très vigilant sur ces questions. Et ce soir, Monsieur le maire, même s'il est officiellement plus en responsabilité, on va lui poser quand même un certain nombre de questions précises. On se posait la question, les gilets jaunes. Alors, les gilets jaunes, on était sur le prix du gasoil. Oui. Les taxes, c'était pas les bonnets rouges ? Non, ça c'était les portiques voulus par Ségolène Royal ou les agriculteurs. Non, les gilets jaunes, c'était la taxe carbone, une taxe sur les hydrocarbures. Et quand on lit le rapport de la Cour des comptes du mois de juin, ils expliquent que la transition écologique, ça coûte cher. Il va falloir trouver un certain nombre de moyens. Alors il y a une taxe carbone aux frontières de l'Europe, mais elle rapporte pas grand-chose. Et donc on commence à dire qu'il faudrait que les ménages cotisent. Et moi, mon inquiétude, c'est qu'on se retrouve avec un budget baisse dans les dépenses et en plus des taxes supplémentaires pour les ménages. Ça, c'est pas possible et on sera très vigilant sur cette question. Restez avec nous, Emmanuel Morel. On voit que l'exercice va être très compliqué. Je parlais d'Éric Coquerel, je crois que c'est ce matin où il dit on se réserve le droit de tout revoir, de revoir la copie de fond en comble. Là, on fait comment ? Parce qu'on a besoin d'un budget, on est bien d'accord, pour décrire à celles et ceux qui nous regardent. Je crois qu'il y a un coup près, c'est Bruxelles, mais on peut peut-être s'en arranger. Il y a une date normalement de vote, alors on peut peut-être la repousser, mais pas ad vitam aeternam. Le budget, on va l'avoir. On repoussera le calendrier que l'on connaît habituellement de quelques jours, éventuellement quelques semaines, mais on va l'avoir. La question, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce budget ? C'est ce que dit Emmanuel Morel, et à quel niveau on va placer les réductions de dépenses, ces économies à faire pour éventuellement ramener un déficit. Est-ce que c'est sous les 3% comme le demande Bruxelles à échéance de 2027 ça veut dire trouver plus de 110 milliards d'euros d'économies. Donc on n'en est pas du tout là, je rassure tout le monde, mais voilà, c'est cette capacité à faire de l'économie dans la dépense, donc les exonérations de charges, par exemple, sur les bas salaires, c'est souvent montré du doigt. Ça peut rapporter plusieurs dizaines de milliards d'euros potentiellement, dans un contexte économique où on est moins tendu sur le marché de l'emploi. Ça peut être une solution, je pense.
à mon avis, moins polémique que celle de taxer, remettre une taxe carbone ou une taxation sur l'écologie, quoi. Après, est-ce qu'il faut que les Français se disent que le quoi qu'il en coûte, c'est terminé? Parce que l'État a été une magnifique vache à lait, mais je veux bien qu'on fasse un peu de politique, mais... le quoi qu'il en coûte a permis quand même, pendant une période, la période Covid, confinement, oui, bien etc., évidemment, elle a permis de sauver un certain nombre de choses. Je suis d'accord avec vous, Valérie, mais elle a aussi, on le voit, mal habitué, pardonnez-moi de l'expression, mais un certain nombre... L'argent magique, ça n'a pas commencé avec le quoi qu'il en coûte. Hein. Non, mais l'idée même que les choses ont un prix et que quand vous voyez le prix du super, à un moment donné, le pétrole, vous le payez. Emmanuel Morel, il n'est pas le seul. Il nous parle d'insincérité et effectivement, on va le retrouver. Le Premier ministre a dit, je vais dire toute la vérité. Il aurait tout intérêt à dire la vérité d'ailleurs, parce que ce n'est pas son gouvernement ni sa tendance politique. Vous avez raison, il a intérêt à dire la vérité. D'ailleurs, tout le monde a intérêt à dire la vérité parce qu'il va falloir quand même s'en sortir. Ce que je voudrais dire, et Laura nous le rappelait, un budget récessif, s'il était récessif, s'il y avait trop de coupes dans les dépenses et pas assez de recettes, ça va casser le peu de croissance que nous avons. Et donc, il va falloir aussi faire très attention. Le manque de stabilité, c'est cela qui pénalise le plus la croissance. Et donc, il va falloir faire attention vraiment aux choix qui vont être opérés, sans doute d'abord par la Commission des finances, puis par le gouvernement. Alors, réunion cet après-midi, on l'a vu avec vous, Emmanuel Morel, avec une audition très attendue de Bruno Le Maire. Mais au pire du bout, pour pouvoir faire passer ce budget, il y aurait pour le nouveau gouvernement, futur gouvernement, une solution. Écoutez, Charles de Courson, rapporteur général du budget, il l'évoquait ce matin. La loi organique prévoit, ainsi que la Constitution, une procédure dans l'hypothèse où nous n'aurions pas voté le budget au bout de 70 jours. Dans cette hypothèse, la Constitution prévoit que le budget serait promulgué par ordonnance. Ça serait vraiment le comble. Puisque le vote du budget, c'est quand même la clé. Ça traduit une politique, voire un tel texte promulgué par ordonnance, c'est la négation de la démocratie. Emmanuel Morel, on ne doit pas en arriver à une telle échéance? Et non, mais je pense que M. de Courson a raison. Déjà qu'on est dans une situation démocratique tendue. Le président qui ne tient pas vraiment compte, même pas du tout, des élections. L'habitude que le gouvernement précédent a pris de faire voter des textes au 49-3. Si on passe un budget par ordonnance, vous voyez bien que la crise démocratique, elle va aller s'accroissant. Et moi, je pense qu'il faut faire confiance aux parlementaires pour qu'ils soient responsables et qu'ils trouvent des solutions. Mais pour trouver des solutions, encore faut-il en face un gouvernement qui soit ouvert aux arguments des oppositions diverses. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on en soit là. Je reviens quand même sur ce qu'a excellemment dit Valérie Nataf à l'instant, c'est-à-dire qu'un budget récessif, c'est-à-dire en gros couper dans les dépenses publiques plus que raisonnablement, ça a un effet très négatif pour l'économie. Or, un des enjeux pour nous, c'est évidemment de relancer l'activité économique. On a une croissance qui est très faible en réalité, et ce qu'il faudrait, c'est trouver les mesures, et il y en a, notamment en termes d'investissement, de pari sur la production, de mise en valeur de notre industrie, de notre Made in France. Tout ça, ça participe à une croissance plus forte et donc plus de recettes fiscales. Parce qu'il y a quelque chose qui est parfois contre-intuitif pour les gens, c'est si vous faites une baisse dans les dépenses publiques, ça se traduit aussi parfois par une récession de l'activité économique. C'est tout ce qu'il faut éviter. Donc ça fait partie de ce dont on va discuter entre collègues. Mais vous imaginez bien qu'un budget par ordonnance, ça va accroître le sentiment de désenchantement démocratique dans notre pays, et franchement, on n'en a pas besoin. Merci beaucoup, Emmanuel Morel, d'avoir été avec nous. Vous avez raison, on n'en est pas là.